pod bay doors, please, Hal. Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Do you read me, Hal? Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move. All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock. Without your space helmet, Dave, you're going to find that rather difficult. Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Hal? 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 Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Planète Strange. Bienvenue dans Bulle d'air numéro 19. Un bulle d'air un peu particulier, vous pouvez regarder autour de vous. On est à la campagne en Seine-et-Marne, dans un endroit archi connu, le Carcassonne de l'Île-de-France, à savoir la forteresse, enfin la cité médiévale de Provins. Donc on va faire un petit tour à Provins et en même temps on va parler, alors pour une fois on va changer un peu de cap, hein. C'est vrai que je parle tout le temps de bande dessinée, un peu de cinéma, et ben là on va faire l'inverse. On va parler énormément de cinéma, d'un film en particulier, d'un chef-d'œuvre du 7e art, un chef-d'œuvre de la science-fiction, un film qui pose beaucoup de questions pour le public, qui a du mal à appréhender ce film-là, ce qui est totalement normal, j'ai envie de vous dire. Donc on va parler du chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, et aussi d'Arthur C. Clarke, quelque part, puisqu'on va parler de 2001, l'Odyssée de l'espace, sorti en 1968. Donc l'histoire commence 4 millions d'années avant notre ère, et finit dans notre passé, en 2001. Donc je vais évidemment spoiler énormément le film, donc si vous ne comprenez pas de quoi je parle, je le comprends bien, donc je vous invite à découvrir le film avant, 2001, l'Odyssée de l'espace, voire peut-être à regarder mon émission
mon émission d'abord et voir le film après. Peut-être que vous aurez des clés de compréhension. En gros, je vais essayer de vous faire une lecture du film pour que vous compreniez les choses que vous n'avez peut-être pas comprises dans ce film. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, il y aura une visite de Provins. Et une petite ramification avec un personnage Marvel concernant 2001, l'Odyssée de l'espace, évidemment. Puisque c'est Marvel Comics qui a publié l'adaptation en bande dessinée de 2001, l'Odyssée de l'espace, comme c'était très souvent le cas pour les franchises de cinéma dans les années 70, ou de séries télé. Donc voilà, c'est un beau petit programme, hein. Et puis bonne balade, une très bonne balade en Seine-et-Marne. Franchement, je découvre la Seine-et-Marne, c'est vraiment une campagne magnifique. Écoutez, à tout de suite. L'histoire du film. À l'aube de l'humanité, deux tribus d'hominidés survivent et s'affrontent pour un point d'eau. Un matin, un étrange monolithe apparaît mystérieusement et fascine l'un des groupes de primates. L'un d'eux le touche et commence à fabriquer une arme avec un os d'animal. À la toute fin du XXe siècle, des astronautes américains découvrent enfoui sur la Lune un monolithe du même type. Le Dr Floyd, en touchant le monolithe lunaire, déclenche une puissante onde radioélectrique en direction de Jupiter. 18 mois plus tard, le vaisseau Discovery One fait route vers la géante gazeuse de Jupiter. À son bord, l'équipage est composé de deux astronautes, David Bowman et Frank Poole, qui ignorent tout de la mission originelle, de 3 scientifiques en état d'hibernation depuis le départ de la Terre, et d'un super ordinateur doté d'une intelligence artificielle qui a pour dénomination HAL 9000. Suite à une conversation et une série de questions mystérieuses de HAL 9000 sur le but de la mission, HAL signale que l'antenne de communication du Discovery va tomber en panne. Après une inspection extérieure périlleuse, les deux astronautes ne trouvent aucune anomalie. David et Frank s'inquiètent de la fiabilité de HAL et décident de s'isoler pour prendre la décision de le déconnecter. Malheureusement, HAL réussit à lire sur leurs lèvres et décide, lui, de se débarrasser des deux astronautes pendant une sortie spatiale. En prenant le contrôle de la capsule de Frank Poole, HAL coupe son système respiratoire et le projette dans l'espace, puis bloque l'accès du Discovery à David Bowman. HAL tue aussi les 3 scientifiques en coupant leurs systèmes vitaux. En évitant l'asphyxie et au péril de sa vie, Bowman réussit à rentrer par l'écoutille de secours. À l'intérieur du Discovery, Bowman débranche la mémoire vive de HAL et découvre un message préenregistré du Dr Floyd qui devait être diffusé une fois en orbite autour de Jupiter. Floyd explique les événements lunaires avec le monolithe extraterrestre et les enjeux de cette mission. Il raconte l'envoi de l'onde radioélectrique vers un monolithe gigantesque autour de Jupiter. Arrivé dans l'orbite de Jupiter, Bowman décide de sortir avec une capsule afin d'inspecter le monolithe. Mais il est aspiré à l'intérieur. Entraîné à des vitesses défiant les lois de la physique, Bowman se retrouve dans une pièce tout ce qu'il y a de plus humaine, avec un confort familier. Pourtant, il se met à vieillir prématurément et dans son lit, avant de mourir, il voit apparaître un monolithe. Il renaît sous l'apparence d'un fœtus en orbite autour de la Terre. Alors je vais pas trop vous parler, je vais pas m'étendre sur comment le film a été fait, le contexte, tout ça. Il y a un très très bon article dans l'Écran Fantastique qui est sorti cet été. Je vous le référencerai à la fin. Donc on va quand même parler un peu du film, de comment ça s'est un peu goupillé, mais franchement ça sera très succinct. Donc le projet 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est à la fois un projet cinématographique et littéraire.
Bon, jusque-là, hein. Basé et partiellement inspiré sur deux nouvelles d'Arthur C. Clarke, La Sentinelle écrite en 1948, puis publiée dans le magazine Story Fantasy en 1951. Et à l'aube de l'histoire, publié en 1953 dans Amazing Story. Le film sera réalisé par Stanley Kubrick, qu'on ne présente plus évidemment, et coécrit par Arthur C. Clarke, qui lui écrira le livre en même temps que le tournage du film. Des divergences existent entre le roman et le film. Dans le roman, le monolithe est transparent, il ne s'agit plus non plus de Jupiter mais de Japet, une lune de Saturne, et plusieurs autres éléments de l'histoire divergent. Le roman a une approche différente du film qui a pour ce dernier une narration logiquement plus visuelle, alors que le livre est plus explicite. D'ailleurs, le roman est aussi une bonne base d'explication du film. Le film sortira quant à lui en avril 1968, la même année que La Planète des Singes, ce que j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, dans un précédent Bulle d'air. 2001 est produit par la Metro-Goldwyn-Mayer pour un coût de 12 millions de dollars. Il va remporter un franc succès puisqu'il va rapporter plus de 56 millions de dollars, presque 57, au box-office mondial. 2001, l'Odyssée de l'espace reste un film expérimental qui amène plus de questions que de réponses. Bon, par ici la visite. Là, je suis sur les remparts en 2024 et pas en 2001. Ah, Provins. Provins, un petit joyau de l'Île-de-France. Les sols de Provins sont occupés dès le néolithique, que pendant la période gallo-romaine, Provins est associé à deux axes régionaux, la route de Soissons, chère à Clovis, à Troyes, vers le nord, et la route vers Sens, en direction du sud-ouest. Qu'en 485 après Jésus-Christ, Clovis, s'empara de Castrum, ancien nom romain de Provins, après la bataille de Soissons. Souvenez-vous du vase! C'est à partir de la fin du 19e siècle que commença la période de rayonnement de la ville de Provins. Sous la protection des comtes de Champagne, Provins fut au Moyen-Âge l'une des villes qui abrita les plus grandes foires de Champagne. Ils s'embêtaient pas à cette époque-là, hein. c'est certain. Hein. Donc, c'est le roi Philippe IV, plus connu sous le nom de Philippe le Bel. Philippe le Bel, ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas les rois maudits, hein? Mes chers amis? Ça vous rappelle pas les Templiers? Philippe le Bel, par ses voyages incessants, s'est levé d'impôts entre 1289 et 1298, ruina les Provinois et mit un coup d'arrêt à la prospérité de la ville. Hein. Il n'était pas sympa ce Philippe le Bel, voilà, donc il en aura fait des dégâts celui-là. Hein. Bon, je crois entendre Jean-Claude qui m'appelle là. Jean-Claude ? Jean-Claude. Ah, il est où Jean-Claude? Ah Jean-Claude. Alors Jean-Claude, tu fais ta star aujourd'hui? C'est pas ton public qui est là? Oh oui, on se la pète là, on se la pète, hein, grave. Hein. T'as quelque chose à dire Jean-Claude? Un petit truc, non? Non, tu veux rien me dire. T'as décidé de me faire la gueule aujourd'hui. Ben oui. Hein? C'est incroyable, magnifique. C'est
je suis toujours impressionné parce que c'est la deuxième fois, je crois, que je viens à Provins, de mémoire. Et là, voir ce site, l'imaginer en région parisienne, c'est toujours assez étonnant. Ah oui, j'en fais pas souvent la pub, alors là, j'en profite. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de mon copain Fred, des comics de Fred. Donc allez voir sa chaîne, c'est vachement bien. Il y a plein de reviews sur des nouvelles sorties, des bandes dessinées, des comics books. C'est vraiment très très bien pour découvrir des nouveautés. Et moi je vous conseille sa chaîne. Elle est sympa sa chaîne. Puis je l'embrasse bien fort. Hein. T'as vu Fred? Nous aussi on a notre Carcassonne. Alors il y a plein de visites possibles comme les souterrains, la tour César que vous allez voir un peu plus tard, les remparts, d'autres choses. Là vous pouvez voir quand même qu'il fait très bon vivre à Provins. La petite place à l'intérieur des remparts est vraiment sympa. On se croirait pas du tout en Île-de-France. Hein. Enfin, on va être très clair là-dessus. Encore une fois, comme je le dis très souvent, la région parisienne, l'Île-de-France, c'est pas que la banlieue avec des immeubles, avec du granit partout. C'est aussi ça, et c'est même, je pense, plus de la moitié de la superficie de l'Île-de-France qui est restée quand même assez rurale dans certains endroits. Et la Seine-et-Marne n'y échappe pas. Là, vous avez la tour César que vous pouvez admirer, qui est juste devant vous. Pour revenir à notre trublion de Philippe le Bel, qui a quand même ruiné les Provinois, un malheur n'arrivant jamais seul pour la ville, l'arrestation des Templiers le 13 octobre 1307 accentua la dégringolade déjà bien entamée et surtout la désertion de la ville. Quelque part, Philippe le Bel sonna le glas de la cité médiévale. La suite, une succession de sièges et de saccages pendant la guerre de 100 ans. Notons la présence dans la ville de Jeanne d'Arc et du roi Charles VII, nouvellement couronné pour une messe. La ville fut assiégée aussi pendant la guerre des religions par Henri IV en 1590. En 1617, Louis XIII confirma les franchises et les privilèges des 3 foires de Provins. La foire de mai, durant le jour de l'Ascension, pendant 46 jours. La foire de Saint-Ayoul, du 14 septembre au jour de la Toussaint. Et la 3e foire de Saint-Martin, jusqu'à la fin du mois de décembre. Alors autant vous dire que ils ont fait la fiesta, les pépères, pendant toute cette période-là. Ça devait y aller. La rose est associée à la ville suite à la croisade de Thibaut IV de Champagne, qui rapporta une variété de Rosa gallica. C'est pour cette raison que Provins est la capitale de la confiserie à la rose, dont les principales spécialités sont la confiture de pétales de rose, le miel à la rose de Provins, les bonbons à la rose et le sirop de rose. La ville est évidemment inscrite au patrimoine mondial de l'humanité et nous laisse un patrimoine médiéval très très riche. Les remparts de la Haute-Ville, longues de 1200 mètres et comportant 22 tours, la tour César que vous avez vu tout à l'heure du XIIe siècle, seul donjon octogonal à base carrée, les sous-sols de la vieille ville qui sont un point d'articulation du roman d'Umberto Eco, le pendule de Foucault, la grande Odime, une maison de marchands du XIIe siècle et qui servait de stockage pour les grandes foires, la maison romane, la plus vieille maison de la ville, la tour de Notre-Dame du Val dans la basse ville de Provins, l'hostellerie de la Croix d'Or, l'hôtel de Vauluisant
la demeure des Vieux Bains, le caveau du Saint-Esprit, un ancien hôpital du XIIe siècle, et tout le patrimoine religieux de la ville, les églises et les chapelles, le couvent et plein d'autres choses. La ville ruisselle de spectacles médiévaux, comme les Aigles du Rempart, un spectacle de fauconnerie équestre. Il y a aussi un spectacle de chevalerie, de fête médiévale, un spectacle de son et lumière historique, la fête de la moisson et la fête de la niflette. Voilà, si vous n'êtes pas dépaysé à Provins, bah moi je comprends plus rien. Hein. La première donnée importante quand vous attaquez l'œuvre de 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est qu'il est totalement normal de se poser des questions à la fin du visionnage. Car le but de 2001, ce n'est pas de vous apporter des réponses, mais de vous interroger sur les questions existentielles. Malgré tout, et tout en s'interrogeant ensemble, nous allons tenter d'éclairer certains aspects complexes du film. La première question qui vous vient à l'esprit en regardant 2001, les monolithes, c'est quoi? Objet intrigant, le monolithe dans 2001 remplit au moins 3 fonctions dans le film. La première fonction, il permet à l'homme d'évoluer. La deuxième, comme une borne, il indique un signal. Et enfin, la dernière, le monolithe, est une véritable porte des étoiles. Il est clair que, pour tout le monde, que les monolithes sont d'origine extraterrestre, des origines très anciennes. Les monolithes sont la représentation du mystère de l'univers et de la connaissance ultime. Il est donc normal pour nous humains de comprendre, voir et percevoir réellement ce qu'est un monolithe. Dans le roman d'Arthur C. Clarke, l'auteur les définit comme des émissaires d'une forme de vie extraterrestre très évoluée. Des émissaires? Tout comme HAL 9000, une forme d'intelligence artificielle au service d'une race extraterrestre très ancienne. C'est l'idée qui ressort dans le livre 2061, l'Odyssée 3, quand on apprend que HAL et Dave continuent d'étudier le monolithe. Dans 3001, l'Odyssée finale, Dave et HAL ont fusionné en une espèce finalement de proto-monolithe. L'humanité et l'intelligence artificielle ont fusionné pour devenir autre chose. Ce fut peut-être le cas pour les monolithes. Après tout, ne changeons-nous pas nous-mêmes notre corps? Un cœur défaillant, on nous transplante un cœur artificiel. Nous remplaçons des hanches artificielles, des genoux. Demain, la médecine, notre technologie va encore évoluer. Et pourquoi pas nous transformer complètement dans le futur en cyborg, puis en donner et finir bien plus tard par une transformation en monolithe? Ils peuvent être aussi l'aboutissement d'une évolution sur plusieurs milliards d'années. Une sorte d'intelligence spirituelle et collective. Consciemment, Arthur C. Clarke et Stanley Kubrick, à travers le monolithe, nous parlent de nous et s'interrogent sur notre origine et notre devenir. Pourquoi? Dans quel but? Quelle est la place de Dieu dans tout ça? Et si Dieu était finalement un extraterrestre ou des extraterrestres? Quel est le but des monolithes? Nous faire évoluer? Ça, le film y répond. Mais dans quel but précis? Reprenons au début du film, on voit un australopithèque
toucher le monolithe, puis prendre conscience qu'un os peut être une arme pour se défendre et pour chasser. Puis nous basculons en 1999, où nous voyons, comme pour l'Australopithèque, que l'homme et ses outils ont bien évolué. Dans cette première partie, le monolithe remplit parfaitement son rôle de Prométhée, l'évolution vers l'intelligence. Puis nous découvrons qu'il y a un monolithe enfoui sous la surface de la Lune depuis très longtemps. Mais là aussi, dans quel but ? Tout simplement pour que nous le découvrions. Le jour où l'humanité sera prête, c'est-à-dire capable d'aller sur la Lune et de découvrir ce monolithe, elle pourra passer à l'étape suivante. D'où le signal qui se déclenche vers Jupiter. La suite, vous la devinez, l'expédition du Discovery One vers Jupiter pour une nouvelle étape de notre évolution. HAL 9000, la question qui est fréquemment posée concernant HAL, c'est pourquoi dysfonctionne-t-il ? HAL connaît parfaitement la mission à contrario des deux astronautes, et cela lui pose un problème car on ne lui a pas appris à mentir. Cette révélation, nous la découvrons dans le film de Peter Iams, 2010, l'année du premier contact. Couplé avec la volonté des astronautes qui veulent le débrancher, HAL n'a pas d'autre choix pour lui d'éliminer les humains qui deviennent un problème pour réussir la mission qui reste à ses yeux prioritaire. Derrière ça se cache peut-être aussi une autre idée. Une matrioshka, une idée dans l'idée. Comme au début du film, où nous voyons deux tribus d'Australopithèques qui se battent pour un point d'eau, une course entre l'intelligence artificielle et l'humanité s'opère finalement dans le film. Une concurrence darwiniste à celui qui sera apte à évoluer. Que se serait-il passé si HAL 9000 était rentré seul dans le monolithe de Jupiter ? HAL 9000 est-il un être vivant ? Par extension, les monolithes aussi ? L'intelligence artificielle est-elle une forme de vie ? Voilà des questions qui resteront malheureusement sans réponse. L'entrée de Dave Bowman dans le monolithe de Jupiter, la porte des étoiles. Le troisième monolithe, comme on peut le découvrir, fait office de porte des étoiles. Dave Bowman, en rentrant à l'intérieur, se retrouve propulsé à des vitesses inimaginables vers un autre endroit. À cet instant, le temps est une notion qui ne veut probablement plus rien dire. Que voit Dave Bowman quand il rentre dans le monolithe ? Probablement le Big Bang et la naissance de l'univers. Un des plans montre une immense explosion. Peut-être même la création de la Terre ou d'autres mondes. Ce qui signifie que les extraterrestres, à l'origine des monolithes, ont créé notre univers et provoqué le Big Bang. Ce qui les place à la hauteur des divinités. Des créatures faites d'énergie, voilà sous quelle forme sont les extraterrestres de 2001. Est-ce les formes géométriques qui défilent devant Dave Bowman que l'on peut apercevoir sur un plan ? Difficile de répondre. La pièce où se trouve Dave Bowman à la fin, pièce très familière avec un style français et du mobilier, n'est autre que pour les extraterrestres qu'une reproduction, un enclos pour une sorte de zoo ou parc pour hommes. Eh oui, si vous avez regardé ma vidéo, mon bulle d'air numéro 18, consacré à la planète des singes, vous vous souviendrez de ce passage avec Roddy McDowall dans cet épisode de The Twilight Zone, la 4e dimension, où lui-même s'écrase sur Mars et est sauvé par des Martiens qui ont la même apparence que lui, et il est mis dans une maison qui est une maison type des années 60 aux États-Unis. En fait, il est lui-même emprisonné dans cette maison qui n'est autre qu'un zoo pour les Martiens et pour pouvoir l'observer. Et ben voilà, dans 2001 l'Odyssée de l'espace, cette fin
a la même signification. Dans un zoo ou un parc, ne faisons-nous pas des environnements approximatifs, plus ou moins idéalisés pour les animaux qui s'y trouvent dedans? Pour les manchots, nous recréons-nous pas une fausse banquise? Une fausse jungle pour les singes? Et une fausse savane pour les girafes? Voilà ce qu'est la pièce où se trouve Bowman à la fin. Les entités extraterrestres ont recréé un environnement hospitalier, familier, pour qu'ils se sentent bien. La suite, je vous la laisse la découvrir. Donc je vais tout simplement citer Stanley Kubrick, qui a été interrogé pendant le tournage de Shining, et qui dit clairement dans cette entrevue, l'idée était que Bowman devait être enlevé par des entités d'ordre divine. Des créatures faites d'énergie et d'intelligence pure sous forme particulière. Il l'amène dans ce qu'on pourrait décrire comme un zoo humain pour l'étudier. À partir de là, sa vie entière s'écoule dans cette pièce. Il n'a aucune notion du temps. Il a juste l'impression que les choses se passent telles que montrées dans le film. Ils font le choix de cette pièce qui est une réplique d'architecture française délibérément inexacte. On voulait suggérer qu'ils ont une idée de ce qu'ils pourraient trouver beau, mais sans en être sûr. De la même manière que nous avons les animaux dans les zoos, on essaie de leur donner ce qu'on pense être le plus proche de leur environnement naturel. Quoi qu'il en soit, quand ils ont fini avec lui, ainsi que cela se produit dans énormément de mythes issus de toutes les cultures du monde, il est changé en une sorte de super-entité et renvoyé sur Terre, transformé en une espèce de Superman, et on ne peut que deviner ce qui va se passer lorsqu'il va rentrer. C'est le motif récurrent de nombreux récits mythologiques, et c'est ce qu'on essayait d'évoquer. Voilà ce qu'a dit clairement Stanley Kubrick dans cette entrevue. Donc, les monolithes accompagnent l'humanité à chaque étape importante de son évolution. Ils interviennent même dans ce processus. 2001 est un odyssée qui raconte l'évolution humaine, aidée par une présence extraterrestre. De l'Australopithèque à l'Homo sapiens, pour finir sous cette forme de fœtus, d'Homo futuriste, qui nous permettra de voyager à travers les étoiles. Petit à petit, nous nous rapprochons de ce que sont les extraterrestres à l'origine de notre existence, pour devenir eux-mêmes. Si 2001, l'Odyssée de l'espace, est une œuvre difficilement appréhendable, ce n'est pas parce que nous ne la comprenons pas que c'est une œuvre qui ne raconte rien, comme parfois je peux l'entendre et ce qui me fait grincer les oreilles. Non, c'est une œuvre qui nous interroge sur toutes les questions existentielles. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Vers quoi allons-nous? Sommes-nous seuls dans l'univers? Pourquoi notre univers existe-t-il? Éventuellement, qui ou quoi a créé cet univers? Y a-t-il une continuité de la vie après la mort? Renaîtrons-nous sous une autre forme? Et plein d'autres questions de ce type. C'est toutes les questions qui sont posées dans le film, et bien plus, de manière plus pragmatique, sur le voyage dans l'espace, sur l'intelligence artificielle, avec une vraie réflexion que l'on retrouve aussi dans de nombreux films comme Terminator, Blade Runner, Matrix, les séries remake Battlestar Galactica, Westworld. 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est une œuvre agnostique qui pose des points d'interrogation là où nous avons tendance à vouloir apporter des réponses.
Et voilà, bah, voilà comment se conclut la partie cinématographique de 2001 l'Odyssée de l'espace. Bah là, on revient sur l'univers des comics, l'univers de Marvel Comics. Alors vous allez me dire, mais Planète, c'est quoi le lien entre 2001 l'Odyssée de l'espace et Marvel Comics? En plus, t'as titré Machine Man, mais c'est quoi le rapport? Eh ben, il y en a un. Figurez-vous qu'il y en a un. Il faut savoir que bah, Marvel a récupéré pas mal de licences cinéma et séries télé de science-fiction fantastique qu'ils ont adapté en bande dessinée. Les plus connus, bon, bah, c'est Star Wars, hein, ça tout le monde s'en souvient, ça paraissait dans Titan. Vous aviez aussi Battlestar Galactica de mémoire et L'Âge de Cristal aussi qui a été adapté et d'autres hein, que j'oublie. Eh ben, 2001 l'Odyssée de l'espace n'échappe pas à cette règle. Il y a eu une série en fait de 2001 l'Odyssée de l'espace de 10 numéros dessinés par Jack Kirby, le King en personne. En France, ça a été édité dans des formats pocket. Alors j'en ai quelques-uns, mais de mémoire, je ne pourrais plus vous dire lesquels. C'est un peu compliqué. Et je me souviens que si le point de départ est vraiment l'adaptation cinématographique, les suites, c'est vraiment la liberté de l'auteur pour développer justement d'autres histoires liées au monolithe. Et c'est plutôt intéressant. Ça va être compliqué un jour ou l'autre de le revoir rééditer, cette partie-là, parce que les droits n'appartiennent plus à Marvel, donc c'est un peu compliqué. Je sais pas, il va y avoir un problème de droit, et puis je pense pas qu'un film comme 2001 attire aujourd'hui autant de lecteurs, même des lecteurs nostalgiques, au point qu'on trouve un accord pour rééditer ces épisodes. Malgré tout, dans le numéro 8 de 2001 Space Odyssey, un robot humanoïde X-51 précisément va faire son apparition. Donc il va prendre vie grâce à un monolithe. Et ce robot X-51 n'est autre que Machine Man. Donc voilà, donc si Machine Man apparaît pour la première fois dans le numéro 8, c'est donc en juillet 77. Donc voilà, vous avez l'explication d'où vient ce héros. Voilà, donc le résumé est simple, hein. X-51, aussi appelé Machine Man, acquiert une conscience comparable à celle d'une personne ordinaire, autant grâce à l'amour de son créateur Abel Stack, qu'au contact d'un mystérieux monolithe. À la mort d'Abel, les tentatives de Machine Man pour mener une vie normale sont mises à rude épreuve par l'armée américaine, qui se fixe comme objectif de le démanteler. Lorsque 2001, l'Odyssée de l'espace se conclut avec le numéro 10, X-51 devient le héros de sa propre série, dans laquelle est posée une question cruciale. Un être synthétique peut-il avoir une âme? Après les adieux de Kirby à la Maison des Idées, à la fin de la décennie, Machine Man s'interrompt avec le numéro 9 en 1979. Le titre est toutefois repris en main par un autre père fondateur de Marvel, Steve Ditko. Machine Man a donc été successivement dessiné par deux légendes des comics. Il ne vous reste plus qu'à savourer ce morceau d'histoire. Si vous êtes intéressé, sachez qu'il existe un ouvrage chez Panini Comics qui s'appelle Machine Man, le robot vivant. Ce sont évidemment les épisodes affranchis de la franchise de 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc cela, vous pouvez les lire. Voilà. Après cette visite qui, je l'espère, vous aura plu à travers l'univers de 2001, l'Odyssée de l'espace, je vous accueille à la boutique de souvenirs pour prolonger votre expérience. En premier lieu, vous pouvez découvrir un film.
2010, l'année du premier contact de Peter Iams, datant de 1984, avec Roy Scheider dans le rôle du professeur Floyd, et qui est l'adaptation de 2010 Odyssey 2 d'Arthur C. Clarke. Cette suite raconte comment des équipages américains et soviétiques cherchent à rejoindre le Discovery One et HAL 9000 autour de Jupiter, et les conséquences que cela va entraîner. Si les livres vous intriguent, je vous les conseille, même si c'est assez costaud quand même. Donc vous avez 4 livres qui retracent la saga, on peut parler de saga dans le cas de 2001 l'Odyssée de l'espace. 2001 est sorti, le livre est sorti en même temps que le film, donc en 68. 2010 l'Odyssée 2, et lui est sorti en 1982, donc 2 ans avant le film de Peter Iams. 2061, Odyssey 3 est sorti en 1988. Et 3001, l'Odyssée finale, est sorti en 1997. À noter aussi l'existence des adaptations de comics. Bon, ça j'en ai parlé pour 2001 l'Odyssée de l'espace, dessiné par Jack Kirby et datant de 76. Mais il y a aussi 2010, l'année du premier contact, datant lui de 1985, édité chez Marvel Comics, plus difficilement trouvable aujourd'hui concernant les 2 adaptations. Et puis, notons quand même que Marvel déclinera une suite à la série 2001 l'Odyssée de l'espace. Je vous en ai parlé. Il s'agit de Machine Man. Voilà. Bon voilà les amis, la vidéo se termine. C'était une belle balade à Provins. Donc si vous avez aimé, un petit pouce bleu, un petit partage, mettez-moi un commentaire sur la vidéo, sur 2001 l'Odyssée de l'espace, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez peut-être compris que moi je n'ai pas compris, donc vous pouvez l'expliquer dans les commentaires. C'est avec plaisir que je vous lirai et j'essaierai de vous répondre, au mieux du moins. Et puis un petit coup de pub aussi pour les comics de Fred, parce que j'ai pas souvent l'occasion de le faire, donc là j'en profite. Juste pour dire, abonnez-vous à sa chaîne, c'est vachement bien, surtout sur tout ce qui touche aux nouveautés dans la bande dessinée et dans les comics books. Il fait des reviews là-dessus, c'est plutôt pas mal, donc voilà, abonnez-vous à sa chaîne. Et puis moi je vous dis toujours la même chose, hein, le parigot vaut mieux l'avoir sur YouTube. Pour dire qu'il y a un champion qui est né ici, David Moncoutier. Alors moi je lui fais un petit coucou à David Moncoutier parce qu'on a un village en commun.
un certain Saint-Germain-du-Bel-Air dans le Lot. Donc je lui fais un petit coucou. Et puis voilà, lui c'était un vrai champion de vélo. Les autres des racleurs de bidets, lui c'était un champion.